mais nous allons plus parler de ce qui se passe dans les milieux universitaires. Et pour ça, nous avons reçu le directeur du centre Koulibaly, un centre, un espace des jeunes qui se trouve dans l'enceinte même de l'université de Kinshasa. Mais le directeur va nous en parler en long et en large. C'est Gaëtan Mutombo. Oui, Bonjour. bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous côtoyez le milieu universitaire, vous coordonnez ou vous dirigez le centre Koulibaly. Parlez-nous de ce centre. Qu'est-ce que c'est d'abord Koulibaly? Pourquoi Koulibaly? Merci beaucoup madame. Euh, Comme vous l'avez dit, je suis monsieur Gaëtan Mutombo Adi, le directeur du centre de jeunes Koulibaly Sidiki de l'université de Kinshasa. La question, c'est de savoir pourquoi le nom de Koulibaly. Certaines personnes m'appellent même Koulibaly, et alors que je ne suis pas monsieur Koulibaly. En 2004, il y a eu une enquête qu'on appelle enquête CAP, aptitude pratique et compétences, aptitudes et pratiques de jeunes sur la santé de la reproduction. Cette enquête a été menée par le feu professeur Ngondo et au sein de l'université de Kinshasa. Cette enquête a montré qu'il y avait un sérieux problème de santé de la reproduction des étudiants. Et le résultat ou les données de cette enquête a donné naissance à un projet qu'on a appelé projet promotion de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes, lutte contre le VIH en milieu universitaire. Et ce projet a vu jour en 2004 au sein de l'université de Kinshasa. À l'époque, c'était le professeur Lututala qui fut recteur. Et le projet devrait durer pendant 36 mois. Le projet avait des résultats meilleurs qui montraient réellement qu'il y avait un grand besoin d'une bonne prise en charge des jeunes en ce qui concerne la santé de la reproduction. On avait vu qu'il y avait un grand nombre d'étudiants qui avaient les infections sexuellement transmissibles. Un grand nombre d'étudiants avaient des problèmes liés aux organes génitaux, les dysfonctionnements. Il y avait un grand nombre d'étudiants qui avaient le problème du VIH. C'est-à-dire, il y avait certains qui ne connaissaient pas leur statut sérologique et d'autres étaient déjà infectés mais qui s'ignoraient. Il y avait un problème d'avortement clandestin au sein de l'université de Kinshasa et il a fallu bloquer ou stopper cette hémorragie. Raison pour laquelle le résultat de l'enquête a fait naître ce projet. Les projets qui devaient, comme je l'ai dit, durer 36 mois, à la fin de ce projet, Donc, 3 ans. 3 ans après, est-ce qu'il fallait mettre fin à ce projet? Nous avons réfléchi. Les partenaires qui étaient le Fonds des Nations Unies pour la population, l'Université de Kinshasa, le comité de gestion et les gestionnaires ou la direction nationale du projet SRAGE. Ensemble avec la partie gouvernementale, nous avons réfléchi pour voir est-ce qu'il faudrait mettre fin. Et une réponse est sortie, non, il fallait continuer ces projets, d'autant plus que la population estudiantine était une population dynamique. Celui qui était en deuxième licence n'est plus en deuxième licence, celui qui était en premier graduat ne serait plus en premier graduat. Et d'autres viennent chaque année. Chaque année, nous avons à l'université plus de 20 000 étudiants qui viennent. Alors, il a fallu maintenir ou pérenniser les activités de ces projets. Et le projet a une fin. Et nous avons dit, il faudrait maintenant, à l'issue de ces projets, créer, pérenniser les actifs de ces projets sous forme d'un centre des jeunes. Alors, 2004-2007, c'était un représentant de l'UNFPA, le monsieur Sidiki Koulibaly, qui fut le représentant pays de l'UNFPA. Et c'est lui qui avait beaucoup mis l'intérêt au problème des jeunes.
Et d'où tout l'ensemble a décidé de baptiser ces centres le nom de ces messieurs, le fameux Koulibaly Sidiki. Et voilà. Et nous, on a aussi des souvenirs avec lui parce qu'il a aussi appuyé la mise en place d'un réseau des communicateurs et journalistes pour la population, le RCP. Voilà, je m'en souviens de l'époque. Avec Brigitte Mopane. Et effectivement, nous avons longtemps travaillé avec vous. Oui. Et ces projets, plutôt ces centres, verra le jour, n'est-ce pas, verra jour en 2008, maintenant, qui sera inauguré. Le projet était au Home 30, au rez-de-chaussée, mais vu qu'on voulait être en présence des étudiants, là où il y avait vibration des étudiants, nous avons délocalisé les centres du Home 30 jusqu'au niveau du complexe sportif, au niveau de la piscine de l'Unikin. Et c'est là où nous avons réhabilité et occupé maintenant cet espace où nous sommes jusqu'à ce qu'on vient de nous déloger par rapport au problème de la francophonie. Donc voilà comment est vu jour ces centres de jeunes. Donc ce n'est pas moi, M. Koulibaly, mais je suis le responsable numéro 1 de ces centres de jeunes. Et autour de, ou plutôt à côté de la piscine, c'est vraiment très stratégique comme site. Hein. Effectivement, c'est très stratégique. Parce que les sites, plutôt la piscine, c'est un milieu touristique pour les jeunes, et surtout qu'on a encore aménagé la piscine. Et il y a le terrain de foot, il y a le terrain de basket, il y a le terrain de tennis. C'est vraiment là où il y a beaucoup d'activités récréatives, des rencontres entre étudiants, entre jeunes. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes en tout cas au milieu du village. Et comprenez aussi, en face de nous, il y a la résidence estudiantine, le Home Plateau. Derrière nous, c'est le plateau des professeurs. Ouais. Et à notre gauche, c'est Kindele, quartier Kindele. Et à notre droite, c'est quartier Ritens et Mbanzalema. Voilà un peu cette géolocalisation du centre et avec toutes ces cohabitations et comment est-ce que le centre pouvait influencer tous ces milieux-là. Ok. On va parler justement de l'influence du centre dans tous ces milieux, mais on va revenir un peu sur ce que vous avez dit par rapport à cette étude qui avait été menée à l'Unikin, oui, à l'époque, en 2004, je pense, oui, et qui a révélé tout ce que vous avez dit, beaucoup de problèmes d'infections sexuellement transmissibles et VIH, oui, des grossesses, des avortements. Et alors, pendant que le projet a été mis en place, donc de 2004 jusqu'en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? Le projet a fait exactement quoi dans le site universitaire? Merci. Le projet a été, en fait, je dirais, avait un objectif. L'objectif, c'était de changer les comportements sexuels des adolescents et jeunes comme notre cible principale. Mais sans pour autant oublier qu'il y avait les cibles du deuxième choix qui, nous prenons les administratifs, nous prenons le corps scientifique et le corps professoral. Et tous, ils étaient sensibilisés. Puisque vous comprenez qu'à l'université, la vie, ce n'est pas seulement les étudiants. Il y a les étudiants entre étudiants, les relations étudiants-étudiants, il y a des relations étudiants-administratifs, il y a des relations administratives, professeurs-étudiants. Il a fallu changer les comportements sexuels de toute cette population. Comment changer? C'est en donnant une information fiable, correcte et précise pour qu'il y ait un changement. Et la communication pour le changement des comportements, c'était notre clé de voûte. Nous étions dans l'obligation d'éduquer, d'informer toute cette communauté. Éduquer, donner les principes, des bases pour une sexualité responsable. C'est-à-dire la sexualité ne pouvait pas se faire n'importe où,
n'importe comment. Il y a des règles, il y a des normes. Il y a des principes qu'il faut respecter. Et à côté de ça, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Il faut informer à cette population comment faire pour ne pas avoir les maladies sexuellement transmissibles, le VIH, et aux jeunes et autres, comment ne pas avoir des grossesses non désirées. Parce que les grossesses non désirées ont des conséquences, peut-être nous allons détailler tout ça après, mais il faudrait éduquer, communiquer et informer à toute cette population pour leur bien-être. Et d'ailleurs, c'est ça notre mission. La mission de ces centres ou de ces projets, c'était le bien-être de cette population en santé sexuelle et reproductive. Nous ne pouvons pas laisser ces jeunes comme ça. Nous ne pouvons pas laisser cette population à leur triste sort, alors que l'enquête démontrait noir sur blanc qu'il y avait un sérieux problème. Comment en fait les jeunes se comportaient à l'époque? Est-ce que ça a changé? Parce que vous avez visé le changement de comportement. C'était quoi ce comportement décrié dans ces milieux-là? Je peux peut-être vous faire rire. Un témoignage d'un jeune homme qui habitait le Home. Ce jeune homme avait une relation avec une étudiante et il a tant cherché la fille n'a jamais donné son consentement pour avoir les rapports sexuels. Puis un jour, la fille est venue dans sa chambre et il devait avoir un rapport sexuel. La fille Elle est venue d'elle-même. D'elle-même. Le monsieur a regardé, il n'avait aucun préservatif dans sa chambre. Il a vu un sachet. Il a fait les rapports sexuels avec ces sachets 0,5. Oubliant que ces sachets, il avait utilisé le piment quand il était allé acheter ces histoires à préparer. Il a fait après, et le monsieur a eu des irritations au niveau de son organe génital, au niveau du pénis. Wow. Si le monsieur était revenu pour se présenter dans notre centre pour une prise en charge, la fille, elle a pensé le faire ailleurs. Eh bien, si un jeune homme se donne ce luxe-là d'utiliser un sachet à la place d'un préservatif parce qu'il est dans le besoin, et arrivé à un moment, le centre met à la disposition, le projet met à la disposition de ces jeunes hommes les préservatifs gratuits. Et ces jeunes, en lieu de place d'utiliser les sachets, viennent récupérer les préservatifs gratuitement. Comprenez qu'il y a eu un changement. C'était carrément, bon, enfin, on comprend l'intention de se protéger, mais l'utilisation du sachet, ça veut dire carrément qu'il y a ignorance. Parce que le sachet, est-ce que ça peut jouer le même rôle que le préservatif? Même si il n'y avait pas le piment. Oui, mais madame, même s'il n'y avait pas le piment, les sachets, nous savons que c'est facilement, ça peut se déchirer. Oui, oui. Contrairement à un préservatif qui est en latex, c'est difficile lors de frottements. Hygiénique, et également. C'est-à-dire, on pose la question au jeune homme, pourquoi il dit, je n'en avais pas. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas m'en passer parce que j'ai tellement trop cherché la demoiselle, elle me fuit et aujourd'hui, c'est l'occasion. Lui, au moins, il avait utilisé, sachez quand même que ce n'est pas bon. Mais ceux qui n'utilisaient rien. Par conséquent, nous avons récolté les cas de grossesses non désirées. Et les grossesses non désirées, peut-être que je ne vous avais pas balancé ces images, nous avons eu des avortements au niveau des hommes, des filles. Les filles ont jeté des fœtus de plus de 3 mois. Mais le projet est venu donner solution à ces problèmes. Nous avons montré aux jeunes filles et garçons, aux adolescents qui viennent aussi à l'université, en lieu et place de jeter un fœtus, en lieu et place de mettre fin à ces études, il serait souhaitable, n'est-ce pas, d'utiliser une méthode pour prévenir contre les grossesses. Et d'ailleurs, je venais de voir des images sur les réseaux sociaux il y a 2 jours peut-être. C'est des images d'une dame qui est en train d'adresser un message
à l'époque, c'était des étudiants, des hommes qui ont couché avec elle. Et elle dit, j'ai couché avec plusieurs étudiants ici à l'université et avec la plupart, j'ai eu des enfants. Il y a plus de 20 ans, il y a 25-30 ans déjà, et j'ai eu 4 filles avec 4 étudiants différents. Aujourd'hui, j'appelle ces étudiants qu'ils viennent chercher leurs enfants parce qu'ils ont besoin d'eux. Voilà, donc c'est des choses qui se passent comme ça à l'université. Eh bien, effectivement, ce sont des choses qui se passent. Vous savez, à l'université, il y a ce que nous appelons la promiscuité. Oui. Là où il y a les jeunes garçons et jeunes filles, c'est difficile que vous puissiez parler de l'abstinence pure et simple des rapports sexuels. Et puis c'est déjà l'université, hein, ils ont au moins 18 ans chacun. Le paradigme montre que un étudiant qui arrive à l'université, qui a la possibilité de rentrer, alors qu'il rentrait d'habitude, quand il était aux humanités, 15 heures déjà ou 12h30, 13h, il devait être à la maison, mais l'université lui donne cette opportunité de pouvoir rentrer même à 20h. Il se crée même des situations, des occasions pour dire, des raisons, j'avais un TP, on devait travailler en groupe, alors qu'il était dans une chambre de son copain. Mais il y en a aussi qui sont dans les homes. Dans les homes également. Et nous connaissons tous, vous avez travaillé avec nous, nous connaissons ces phénomènes de séchage. Ouais. Vous entrez, la fille entre et tout le monde sort et puis finalement, il reste avec son petit ami. Et ils vont faire quoi? Ils vont croiser les bras, ils vont regarder leurs notes, prier. Non. Alors, le projet avait un impact positif sur la vie de nos jeunes étudiants et raison pour laquelle on ne pouvait pas faire taire ce projet. Il fallait pérenniser. Oui, et en 2007, à la fin du projet, le même professeur Ngondo va réaliser l'enquête finale. Il a évalué 3 ans après quel est le changement. Est-ce qu'il y a eu un changement? Effectivement, la population qui a été prise en compte par cette enquête a montré après qu'il y a eu un changement positif. Le changement dans l'utilisation des méthodes. Ah, d'accord. Le changement dans le nombre de personnes qui sont passées se faire dépister. Okay. Le changement dans la responsabilité des rapports sexuels. D'accord. Parce que la fréquence, je pense que la fréquence des rapports sexuels n'a pas changé. Non, non. Quand on va à l'université aujourd'hui, on voit ce qui se passe, on dit, ben voilà, les comportements, c'est toujours le même, sauf que peut-être qu'il y a eu... les changements dans l'usage, par exemple, en termes de responsabilité. Des responsabilités. Et il y avait un peu plus de, comment dire, la prise de conscience par rapport aux conséquences. Les conséquences surtout. Ok. Dans la plupart des cas, vous verrez quelqu'un qui dit c'était accidentel. Non, non. L'information que nous donnons aux jeunes, c'est de leur montrer que une grossesse ne peut pas être accidentelle. Parce que quand tu fais ça, tu es conscient qu'il y aura des conséquences. Il y a des conséquences. Nous montrons à tous ces jeunes les conséquences qui peuvent survenir lors d'un rapport sexuel non protégé ou protégé, par exemple. Dans le non protégé, on dit tu peux avoir une grossesse, tu peux engrosser, tu peux avoir une infection, tu peux avoir un VIH. Hormis ça, il y a aussi l'habitude, le fait de devenir accro au sexe, ça risque de te dévier de tes objectifs. Nous montrons tout ça, nous avons montré pendant toutes ces années. Et ce qui prouve qu'il y avait un succès dans ça, c'est que nous avons compris que l'enquête finale a montré l'usage de méthodes. L'enquête finale a montré, même parce que nous avons même parlé des problèmes des cas de violence basés sur les gens, et nous avons vu même qu'il y avait, il y a eu même les jeunes qui commençaient à dénoncer, puisqu'à la même période, nous avons mis en place un comité de lutte contre les violences sexuelles à l'université. Et nous avons vu les cas que nous avons eus et des gens qui ont dénoncé les types de violences qui sont subis
et nous avons aidé ces populations à commencer à dénoncer. Alors, comment vous avez fait? Quelle était la stratégie? Est-ce que vous êtes allé dans les homes? Vous êtes allé voir, c'était des causeries interpersonnelles ou bien c'était des conférences à animer à l'université? Ou bien, comment est-ce que vous avez fait pour approcher les étudiants ou pour que les étudiants puissent venir vers vous et demander les services? En fait, l'INIKIN, les étudiants sont partout. Et nous, on ne pouvait pas se focaliser rien que dans les résidences estudiantines. Nous avons formé 200 pères éducateurs pour essayer de couvrir tous les l'INIKIN. Tous des étudiants? Étudiants de l'INIKIN, des différentes facultés, où nous avons pris dans chaque faculté un nombre qui représentait chaque faculté. Nous avons envahi pendant tout ce temps-là les facultés. Le soir, nous étions dans les résidences estudiantines parce qu'à la faculté, vous ne pouvez pas prendre tout le monde. À la faculté, c'était notre avantage parce qu'on prenait beaucoup plus les externes. Okay. Et dans des homes, on faisait ce que nous appelons des porte-à-porte. Dans chaque porte des homes. Nous entrions même dans les homes des filles avec les autorisations des autorités. Et nous, c'était plus avantageux d'entrer dans le home des filles, c'était pendant les Open Day. Okay. Là, on avait la facilité d'organiser des grandes activités de porte-à-porte. C'était des journées portes ouvertes. Portes ouvertes dans des homes de résidence où les garçons profitaient et de visiter les homes, les chambres des filles. Mais on disait que ces journées-là, c'était aussi des journées où vraiment on profitait oui, c'était une journée, pour faire des choses. C'était des shows et des consommations. Oui. Et bien, nous, on ne pouvait pas rester loin de ces jeunes. Oui. On devait les accompagner pour que chaque rapport sexuel soit responsable. Okay. Et qu'il n'y ait pas de conséquences. Qu'il n'y ait pas de conséquences après. Voilà. Donc, on organisait également des causeries éducatives et dans des auditoires et aussi dans des esplanades de l'université. On envoyait nos pères éducateurs pour organiser les focus group et des causeries éducatives. Nous avions également des focus group, donc vous créez oui, ils trouvent 3 personnes. Ils en profitent pour glisser des messages. Ils discutent, ils posent des questions et puis c'est tout. Les causeries éducatives pouvaient réunir 10 à 15 jeunes ensemble, ils discutent sur un thème et puis ils débattent et ils donnent leurs avis et ils concluent. Et il y avait également des vidéoconférences où on projetait un documentaire et les participants, à la fin de ces documentaires, ils posent des questions, ils discutent, ils trouvent la solution. Il y avait également des théâtres forums. Quelqu'un qui peut entrer dans l'auditoire, c'est un acteur, mais dans l'auditoire, il y a aussi d'autres acteurs et ils discutent ensemble comme si c'était une discussion réelle. Et les autres viendront intervenir et la population va intégrer dans la scène. Et finalement, à la fin, on dit c'était une manière de vous passer cette information que vous ne pouvez pas, par exemple, nier votre propre préservatif parce que ça doit vous protéger, vous pouvez en avoir. Donc des scènes vraiment créées comme ça. Créées par les étudiants pour animer, pour réveiller l'attention des autres et passer le message. Et comment est-ce que la population estudiantine, la communauté universitaire a accueilli ces projets et ces nouvelles activités qu'on commençait à voir comme ça dans les sites? Et c'était vraiment la bienvenue, puisque aujourd'hui même quand nous nous promenons dans la vie professionnelle, en ville et partout en province, on croise certains anciens étudiants qui nous donnent leur témoignage. Ils disent c'est grâce à eux, hein, Koulibaly. Oh non, 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 non. C'est eux qui nous donnaient les préservatifs. Pas plus longtemps que j'ai passé une mission dans une des chaînes, j'ai trouvé un autre invité qui disait mais moi, c'est grâce au centre Koulibaly que j'ai fait pour la toute première fois mon test du VIH. Et de tels témoignages
dans un milieu étudiantin, voilà, c'est très important. Vous avez quand même aidé beaucoup d'étudiants à épargner la santé, la vie et tout ça. Alors, est-ce que, je vais demander, quel appui vous avez par exemple des autorités universitaires? Déjà, pour ce qui est de l'appui, les recteurs de l'université faisaient partie du comité de pilotage de ce projet. Et c'est lui qui convoquait même des réunions pour évaluer tout ce qui s'est passé au sein de ces projets. Et il était bien sûr conscient des réalités dans les sites universitaires. C'est les mêmes réalités partout d'ailleurs. Et vous avez dit que avec ce projet, les étudiants, surtout les étudiantes, ont appris à dénoncer effectivement. Il s'est passé beaucoup de choses, surtout pendant les périodes de Blaise. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait des abus pendant ces périodes-là. Il fallait voilà, passer quand même des messages. Effectivement. Oui. Effectivement, à l'heure actuelle, ça n'existait plus. Hein, Les histoires de Blaise n'existaient plus à l'université. Et on ne sait pas pourquoi, alors que c'était les us et coutumes qui donnaient un peu de la maturité aux plus jeunes qui venaient. Mais on exagérait aussi. Il y avait l'exagération, effectivement. Oui. Et nous avons monté, puisqu'on recevait, on animait également des journées pédagogiques ou scientifiques aux nouveaux étudiants. Et là, nous, on montrait quand est-ce que tel et tel axe devient exagéré et que pouvait dénoncer. Et nous, nous étions là pour aider les plus jeunes à dénoncer tout ça. De ne pas accepter, par exemple, tel acte. Okay. C'était déjà des déviations par rapport à ce qui devait être fait. Ouais. On pouvait accepter qu'un poil te donne son sac, tu portes de chez lui jusqu'à l'auditoire. Ouais. On accepte. Mais on ne pouvait pas accepter que un poil puisse te prendre de l'auditoire jusque dans sa chambre et puis il ferme et puis tu n'écris pas, tu ne demandes pas au secours. Ouais. Et nous, nous étions là en train d'aider ces jeunes filles, jeunes garçons pour essayer de dénoncer. Et bien, les points sexuellement transmissibles faisaient aussi partie. Voilà, j'allais demander parce qu'on ne dénonçait pas que les comportements des étudiants, on dénonçait aussi le comportement peut-être des enseignants. Effectivement. Oui. Nous maintenant, à notre niveau, nous n'étions pas seulement là en train de dénoncer les comportements des professeurs, des enseignants. Non. Nous, on montrait également les pratiques néfastes des étudiants et étudiantes qui les poussaient eux-mêmes à être exposés. Quel genre de pratiques? L'habillement. Les tracasseries inutiles pour chercher des points. Comment est-ce que toi, une étudiante, quand tout le monde dépose son TP, toi, tu veux te faire spécial pour déposer plus tard, après tout le monde, et tu veux les déposer où? Donc, il fallait éviter des comportements qui attiraient vraiment l'attention sur la personne. Pourquoi s'exposer? Quand on demande les TP à remettre à 12 heures chez les chefs de promotion, dépose ton TP à l'heure. Ça t'épargne de beaucoup de choses. Quand tu viens dans l'auditoire avec des mini-jupes, tu t'exposes. L'habillement était un élément qui devait... Bon, je ne dis pas pour tout le monde. Ça doit justifier non, ça ne doit pas totalement justifier ces comportements de viol, non. Mais au moins, il faut, quand tu t'habilles décemment, tu évites, n'est-ce pas, à être trop attiré vers... Bien qu'il y a des gens qui ont des comportements, qui violent même s'ils n'ont rien vu. Effectivement. Voilà. Oui. Nous, on montrait aux jeunes ne pas s'exposer. Okay. Pour s'exposer, habille-toi décemment. Pour ne pas s'exposer, dépose ton TP à l'heure. Travaille durement pour ne pas suivre les assistants et professeurs. Mais est-ce que vous aviez aussi quand même des causeries avec les assistants et professeurs pour leur dire que ce n'est pas parce qu'une jeune fille est jeune fille qu'il faut...
Voilà. Et effectivement, dans notre projet, il y avait ce qu'on appelle approche pair, approche par les pairs. Cette approche nous permettait que les étudiants puissent sensibiliser les étudiants. Nous avons eu à former les professeurs pour sensibiliser les professeurs. C'est plus facile quand même. Effectivement, que on ne pouvait un pas professeur voir puisse parler à son père, oui, qu'un étudiant, un étudiant qui vient encore enseigner son prof. Okay. Les IST, et finalement, il est devant son père ou devant son grand-père. Et il y a des gens qui ne prennent pas bien la chose. Alors, des années plus tard, aujourd'hui, nous sommes en 2023, donc ça va faire bientôt combien d'années? 20 ans. 21 ans. Oui, voilà, que le centre Koulibaly existe. Et le centre Koulibaly est toujours en train de travailler, en train de former, organiser une session de formation des prestataires des soins, oui, mais aussi des étudiants de l'ISTEM comme distributeurs à base communautaire. Nous allons voir les images et on va commenter tout ça. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa a abrité du 27 au 30 septembre 2023 un atelier de renforcement des capacités techniques des prestataires venus des différentes formations sanitaires de Kinshasa, organisé par le Centre Koulibaly de l'Université de Kinshasa avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette formation était axée sur l'offre des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux besoins des adolescents et jeunes. En ce jour, nous allons discuter sur 4 grandes thématiques. En commençant par la planification familiale, c'est pour aider cette jeunesse de mieux prévenir les grossesses non désirées. Et les grossesses non désirées ont des conséquences dans la vie des jeunes. Si un jeune étudiant tombe enceinte, il y a risque d'interrompre même les études. Deuxièmement, l'étudiant va vite courir, l'étudiante va vite courir par l'influence des pères, aller avorter. Et d'habitude, ces avortements se fassent d'une manière clandestine. Est-ce qu'il faut laisser ces jeunesses à la clandestinité? Est-ce qu'il faut laisser les cas des infections sexuellement transmissibles qui battent son plein à l'ISTEM? Oui, il faudrait prendre en charge ces cas. Nous avons également ce qui ne se dit pas régulièrement, c'est le problème de violence basée sur le genre. L'autre volet de cette session, c'était la formation des étudiants de l'ISTEM comme distributeurs à base communautaire. Une vingtaine recrutés pour 4 jours de formation et 3 jours de pratique sur terrain. Hormis les prestataires de soins, nous allons former les DBC, les distributeurs à base communautaire qui seront là pour donner l'information, pour organiser les causeries éducatives, mais également pour offrir certaines méthodes à courte durée et orienter les bénéficiaires dans l'offre de services. Pour le directeur général de l'ISTEM, cette formation constitue une valeur ajoutée pour les apprenants, à qui il a par ailleurs adressé une recommandation. Je demande aux jeunes d'être bien appliqués et de pouvoir servir de relais auprès de nos communautés. Le centre Koulibaly est un espace des jeunes situé dans l'enceinte de l'université de Kinshasa et qui met à la disposition des étudiants des informations et services de santé sexuelle et reproductive. Sans problème du tout. Raison pour laquelle, pour ces partenariats, nous avons dit à l'ISTEM que nous devons former 20 distributeurs premièrement, dont nous avons sélectionné dans toutes les sections de l'ISTEM, qui a fait que nous puissions avoir ces nombres de ventes qui, pour nous, étaient meilleurs, parce que nous l'avons sélectionné selon les critères. Alors, ils ont été formés pendant 4 jours pour pouvoir aider leurs collègues. Et donc, il n'y avait pas seulement ces étudiants, mais également les prestataires de soins, qui, eux, sont venus de différentes structures qui bénéficient de l'appui de l'UNFPA. Il y a ceux-là qui travaillent pour les programmes Kitumaini que nous avons récupérés et pour le former. Nous avons également sélectionné au centre de santé de l'ISTEM, centre qui travaille en collaboration avec nous, le centre Koulibaly. Il y a eu également d'autres centres environnants qui sont nos centres partenaires et nous les avons mis ensemble pour suivre cette session de formation. Et donc, cette session de formation, ce n'est pas comme
l'ancien système où on pouvait... Qu'est-ce qu'il y avait de différents? Oui, des différences, c'est qu'en l'ancien système, on prenait beaucoup de temps dans la théorie et vous verrez que la pratique n'était pas suffisante. Et vous trouverez un prestataire qui maîtrise la théorie de comment mettre un implant, mais en pratique, ne savait pas comment... Il avait des limites. Alors, d'où nous avons pris l'option, n'est-ce pas, de miser plus sur la pratique. La pratique à 90%. Okay. Et la théorie à 20%. Donc vous avez très peu parlé, mais c'était vraiment plus la pratique. Et vous comprenez même que pour le pré-test de cette formation, ce n'était pas question de donner un papier où les prestataires devaient répondre. Non, on prend un prestataire face au matériel. Okay. On dit, on te présente, voilà, ça c'est quoi? Toi-même, tu dois dire, ça c'est telle méthode, ça c'est tel instrument, ça c'est tel instrument, ça sert à quoi? Et les prestataires répondent à toutes ces questions. Et donc, il était vraiment question de vous assurer que ce qu'on dit, c'est assimilé et ça sera vraiment mis en pratique. Mis en pratique. Comme on veut. Et raison pour laquelle nous avons choisi l'ISTEM, parce que l'ISTEM, à l'ISTEM, il y a des cliniques de simulation où nous avons tout. Vous avez vu dans nos images, il y avait des bassins, il y avait des bras, il y avait des mannequins où vous pouvez apprendre, montrer comment est-ce qu'on met les plans, comment est-ce qu'on met les Sayana Press, comment est-ce qu'on met les dépôts. Donc, un prestataire n'était là que pour montrer ce qu'il fait. Un prestataire devait nous montrer quand il a un cas des IST, comment il s'y prend. Et quand on l'écoute, le formateur qui était là, il l'écoute, il corrige là où il y avait des erreurs, puisque la formation c'était par approche syndromique. On projectait les images, on te demande, on te dit ça c'est quelle infection. Il regarde, il dit ça c'est telle infection. Comment est-ce qu'on les soigne? Il explique. Comment est-ce que tu t'y prends? Comment est-ce que tu fais pour les rendez-vous? Et il explique. S'il y a des erreurs, il corrige. Et maintenant, la spécificité de cette formation, c'était que c'était par approche, ce n'était pas comme avant. Maintenant, je disais que c'était par approche rotative. Et à l'ancien temps, c'est l'étudiant qui devait, les prestataires qui devaient, ou les formés qui devaient aller vers le formateur. Mais maintenant, c'est les formateurs, puisqu'on avait 4 stations plutôt. Chaque formateur devait tourner pour aller vers les apprenants et discuter avec les apprenants. Et les apprenants devaient lui montrer ce qu'il sait faire. L'apprenant montre ce qu'il sait faire et lui, il corrige, il passe. Une vraie formation technique à l'issue de laquelle les prestataires, puisqu'ils sont déjà des prestataires, donc ça veut dire qu'ils connaissent déjà quand même la pratique, mais ils ont pu améliorer leur travail et vous avez formé des étudiants comme distributeurs à base communautaire. Pour terminer notre entretien, avant de terminer ou de conclure notre entretien, nous allons voir un peu, parce que nous sommes allés le voir après la formation, question de discuter avec eux, nous dire s'ils ont réellement compris ce qu'ils ont appris. On regarde et on revient pour conclure. Par rapport à la formation, la formation planification familiale. Planification familiale est le monde ya kodota pour réduire au moins bateau ya bana o bazobota makini na kati ya mboka na biso. Na kosenga na baimboka bayeba ndenge nini ya kosalela ba méthode oyo balakisi biso na planification familiale. Eza soki balingi babota, il faut bapara bazala d'abord conscient que est-ce que bazana bosu. Biso papa parent na biso omona para azobota aza atani eloko moko te mais aki aboti azoyeba te ke non ndenge azobota mwana wana ekosenga ye alia akota kelasi mwana wana ekosenga ye azwa basoin ya santé oyo elongo bani. Ouais, je réponds au nom de Fidéline Chingamombo. Je suis aussi étudiante ici à l'ISTEM Kinshasa en nutrition diététique. Oui, ce que j'ai retenu et ce que j'ai vu bénéficiaire,
c'est à propos du VIH-Sida. Auparavant, lorsque quelqu'un a été atteint, un PVV, on les laissait mourir comme ça, parce qu'il n'y avait pas de méthode, on attendait que ça meure. Et aujourd'hui, grâce aux ARV et aux informations que j'ai acquises aujourd'hui, on nous dit que c'est possible que ces personnes puissent vivre comme toute personne. Et ils ont même droit d'avoir des enfants. Comment? Si par exemple moi, je suis atteinte, mon partenaire, on va le soumettre à l'ARV pendant 45 jours et on fait des enfants. Mais si on n'a pas envie d'avoir des enfants, on va utiliser les condoms pour se faire satisfaire. Et à propos du viol, aujourd'hui on veut juste qu'on puisse respecter ces personnes-là. Moi, je ne suis pas d'accord de voir nos sœurs, parce que je suis une femme, être exposées par-ci par-là parce que j'ai été violée. Non, nous avons besoin de la confidentialité, du respect et de la justice. Et non traiter les choses à l'amiable, parce que ces gens-là continueront toujours à faire ces actes. Je m'appelle Madame Guerre, je suis infirmière prestataire. Aujourd'hui, c'est le 4e jour de notre formation. Nous avons bénéficié de ce que nous avons appris déjà il y a longtemps. On est déjà prestataire. On a appris, on faisait déjà ce qu'on pouvait faire. Mais grâce à la fondation, nous avons aussi ajouté des connaissances sur cette formation. Nous avons déjà des clientes telles que la planification familiale. Il y avait toujours des échecs. Vous pouvez placer des implanons. Il y a une femme qui a déjà l'implanton, peut-être de 5 ans, elle vous revient, elle disait que je suis enceinte, je suis tombée enceinte. Peut-être qu'il y avait des difficultés à manipuler le matériel de certaines méthodes. Maintenant, aujourd'hui, on a appris, là où on avait des difficultés, peut-être qu'on manipulait mal, mais aujourd'hui, on a appris à manipuler. Je m'appelle Madame Lydia Ngongo, infirmière du centre de santé à l'ISTEM Kinshasa. Ce qui m'a vraiment beaucoup tiqué, c'était sur la violence basée sur le genre. Il n'y a pas que de violence où on te brutalise, il y a aussi des violences physiques, il y a des violences morales, violences économiques. Surtout ce qui se passe souvent, et puis nous sommes sur la site universitaire, il y a des points sexuellement transmissibles, ce sont des violences qui se font, et il y a des gens des étudiants qui n'arrivent pas à dénoncer ces cas de viol. En tout cas, on nous a appris à comment les enseigner, à comment les instruire pour qu'ils viennent dénoncer tous ces cas de viol. En tout cas, c'était d'ailleurs le but de la formation, pour bien comprendre ce que nous allons faire sur le terrain par rapport à la prise en charge de dames et de femmes, même de jeunes dames aussi. C'est pas que de mamans, il y a des jeunes. Hein. Et ce que je peux ajouter, en tout cas moi, aujourd'hui c'est ma première fois d'assister vraiment à manipuler comment prendre en charge une dame qui vient avec saignement, avec grossesse, déjà à l'expulsion. En tout cas, nous avons beaucoup à y apprendre. Là, donc, un travail bien fait, et je pense que c'est la population en fait qui va en tirer profit, n'est-ce pas? Gaëtan Mutombo, oui. directeur du centre Koulibaly, centre des jeunes Koulibaly, nous l'avons dit, qui se trouve au sein de l'université de Kinshasa. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Quels sont les défis, en fait, c'est là que nous allons terminer, différents défis que vous avez rencontrés tout au long de ces années, que vous avez voulu, que vous vous êtes engagé vraiment dans les milieux universitaires pour sensibiliser, donner des informations, aider la population estudiantine à faire face aux multiples problèmes liés à leur santé sexuelle et reproductive, les défis que vous avez rencontrés, et quelles seraient les recommandations aujourd'hui, et peut-être nous dire est-ce que le centre Koulibaly est seulement à l'UNIKIN ou bien il y a aussi dans d'autres universités. Qu'est-ce que vous comptez faire par la suite? C'est là que nous allons terminer, ça sera votre conclusion. Merci beaucoup Madame Bibiche. Sur ces jeunes qui sont formés ont été lancés sur le terrain déjà,
pendant 3 jours. Ils ont fait leur stage, ils ont appliqué et ils ont également donné les services, offert les services à ces populations. Mais ils ont quand même eu des difficultés sur le terrain. C'est manque d'information de la population. Et donc nous allons voir comment, pendant tous ces temps, nous allons nous atteler sur ça et organiser également plusieurs descentes de terrain pour donner des bonnes informations. Et puisque cette manque d'information permet à ce que le jeune continue à s'aimer conduire. Il faut informer régulièrement. Deuxième difficulté, c'est que le nombre de vins est tellement minime pour une grande institution comme l'ISTEM Kinshasa. Et il a fallu que nous puissions multiplier cet effectif, et pourquoi pas par 5 ou par 10, pour avoir un grand nombre de sensibilisateurs, de DBC, pour aider notre population de l'ISTEM. Et également, quand nous sommes sur terrain, nous devons avoir toutes les méthodes complètes pour aider notre population. Mais au-delà de cela, comme nous avons donné 4 thématiques comme thématiques de formation, nous devons également avoir le matériel pour bien offrir les services. Et donc, si nous avons tous ces matériels, ça va nous permettre également de bien prendre en compte ou en charge tous ces jeunes qui viennent avec le problème des avortements, puisque le problème des avortements dont nous avons parlé là, c'est que nous n'amenons pas à l'avortement, mais nous recevons les jeunes qui ont commencé déjà et c'est des complications. Des complications. Vous devez gérer maintenant les complications. Effectivement, il faut gérer les complications pour sauver la vie de la jeune fille. Et donc, nous faut des matériels pour mieux prendre en charge tous ces cas. Donc, voilà en fait ce que nous allons faire dans les jours à venir, impacter l'ISTEM. Nous ne sommes pas seulement à l'INIKIN, donc nous sommes à l'ISTEM Kinshasa. Le centre a donné naissance à un autre enfant à Bandundouville. Donc, il y a déjà un centre de jeunes qui fonctionne correctement à Bandundouville. Et nous tendons également la main à nos amis du Congo central à Matadi, où il y a aussi un centre de jeunes. Donc, si nous pouvons avoir des tels centres de jeunes partout en RDC, dans les universités et instituts supérieurs, nous allons vraiment impacter notre communauté. Merci beaucoup en tout cas. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous d'avoir suivi en fait cet entretien. Et voilà, il y a beaucoup de défis, beaucoup de défis en tout cas liés aux jeunes. Et le pouvoir public est là. Heureusement qu'il y a le Programme national de la santé de l'adolescent. Et je pense peut-être que c'est aussi votre partenaire. Oui, c'est aussi notre partenaire. Voilà, et nous voulons vraiment que le pouvoir public s'implique. C'est vrai que des partenaires sont là, mais si les partenaires ne sont pas là, on a besoin, n'est-ce pas, de continuer à travailler. Le Fonds des Nations Unies a souvent appuyé ces genres d'activités, mais voilà, il faut que des projets soient pérennisés. Un projet a un début et puis à une fin, il faut des moyens pour continuer à faire face à tous ces problèmes, à tous ces défis par rapport aux jeunes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Santé Plurielle. Restez fidèles à votre télévision, la RTNC. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.